Merci d'être venu ce soir. Aujourd'hui, on a la chance, on va parler de qu'est-ce qu'il faut savoir pour vendre sa propriété euh, en Montérégie, centre du Québec, Lanaudière, qui est le terrain d'action de Charles Mathieu et son équipe. De toute façon, je pense qu'il y a plein de conseils ici qui sont valides, je pense, pour l'ensemble du Québec. Donc c'est ça. Et aussi, si vous avez des questions là, pour Charles Mathieu, qui est un des top là, courtiers immobiliers là, de la région de la Mauricie, de Trois-Rivières et ses environs, n'hésitez pas à les poser en commentaire, puis je vais relayer les questions à Charles Mathieu. Donc, je pense que vous êtes là de toute façon pour entendre les conseils d'un expert. Je vais commencer. Moi, j'avais une question personnelle que je me demandais, parce qu'on a vu justement depuis la pandémie les prix des maisons grimper, notamment en région où avant, les gens devaient se rendre au bureau. Fait que s'ils voyaient que c'était une heure et demie de route du travail, c'était peut-être moins intéressant. Là, les gens travaillent de la maison. Est-ce que ça a changé le marché, justement, en Mauricie ou en région? Est-ce qu'on voit de plus en plus d'acheteurs de Montréal qui se disent, la maison est belle, de toute façon, je travaille de chez nous, puis qui se relocalisent, ou ça, là, en général, les maisons à vendre dans les secteurs que tu couvres finissent par être achetées par des gens qui appartiennent à la région? C'est quoi la différence de avant, après? Bien, le marché en ce moment, je vais parler pour la Mauricie, centre du Québec surtout, là, c'est quand même en ce moment assez stable vers proche marché vendeur encore. Là. Malgré tout le temps aux nouvelles, tout ça, nous autres, dans nos régions, le marché est encore super bon. On a encore des offres multiples de temps en temps. Puis, ça fait aussi que l'offre qu'on a sur le marché est quand même basse. Donc, l'offre et la demande, hein, on s'entend que c'est toujours ça. On a encore... on s'en vient en marché stable bientôt, mais pour l'instant, on est encore /vendeur un petit peu pour ce marché-là. C'est sûr qu'il y a un petit ralentissement en ce moment. Là, on le voit, les taux d'intérêt jouent pas en la faveur d'une vente de maison, achat de maison. Par contre, il ne faut pas non plus juste paniquer avec ça, là, parce qu'un taux d'intérêt d'un marché qui va bien normal va se situer entre 3,5 et 5 en moyenne. Là, on est un petit peu en haut, on est à 5,6 environ, là, dépendamment du prêt. Là, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mettons une moyenne à 5,5, 5,6. Mais sinon, là, le marché quand même assez égal versus /vendeur là, en ce moment. OK. Mais est-ce que tu vois plus de gens, justement, qui viennent de l'extérieur de la région qu'avant, ou la même chose? Ah, ben oui, on a quand même là, vraiment beaucoup de gens des métropoles qui s'en viennent en région, comme tu l'as dit tantôt, pour le télétravail. D'autres qui veulent juste se grossir de maison pour moins cher. Il y a plusieurs facteurs, mais oui, définitivement, c'est totalement différent qu'en 2018-2019. OK. Puis, comment on choisit un courtier immobilier quand on veut vendre sa maison? Parce que, tu sais, effectivement, il y a des gens qui comme toi, là, ont des volumes de vente importants, mais on se dit peut-être que vous êtes plus occupé. Comment on devrait faire un choix? Est-ce qu'on devrait prendre celui qui a le plus de listings, qui est le plus gros, ou on devrait prendre quelqu'un... c'est quoi les critères qu'on devrait évaluer quand on vient pour choisir un courtier immobilier? Bien, effectivement, il y a plusieurs affaires à prendre en considération, mais je pense que le plus important, c'est d'avoir confiance en ton courtier, en ta courtière. C'est important quand tu veux vendre, quand tu veux acheter, je pense, d'avoir une rencontre avec 2-3 courtiers là, dont vous avez eu des références. Ça, c'est la meilleure méthode de fonctionnement pour choisir un courtier qui va vous ressembler. Faire des rencontres avec ce courtier, cette courtière-là, puis après ça, vous allez voir s'il y a un fit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. C'est vraiment la confiance, le feeling, comment vous allez rencontrer la personne. Qu'est-ce qu'il offre aussi? Même si on est de la même bannière, on a toutes des offres différentes, que ce soit des mises en marché, de suivi, d'accompagnement avec les acheteurs, tout ça. Donc, chaque courtier, chaque courtière, chaque équipe va avoir son offre de service qui est différente d'une personne à l'autre. Mais c'est vraiment la rencontre avec cette personne-là qui va faire la différence. Tu me parles de personnes. Est-ce que je me trompe en me disant que la bannière importe peu puis on devrait choisir un individu avant de bannière, ou il y a des bannières à quel point c'est important, dans le fond, un Remax ou d'autres bannières qu'on connaît? Ben, en premier lieu, on choisit, je pense, un individu. Après ça, la bannière aussi joue en ligne de compte. Remax, dans mon cas, on offre beaucoup d'assurance.
On a des personnes ressources vraiment proches à l'intérieur de la bannière, notaire, avocat. Si jamais on a besoin d'une information qu'on ne connaît pas, que le client veut avoir une information quelconque aussi, il peut se référer à nos dirigeants d'agence qui sont tout le temps là. Les assurances tranquillité, intégrité qui sont là dans notre cas pour Remax, qui sont quand même importantes, qui sont, je te dirais, tranquillité surtout qu'on offre à tous. C'est quoi ça? Tu captes mon attention, là, Arbekin, on fait du référencement client dans le domaine de l'assurance aussi. C'est quoi une assurance tranquillité? Je ne suis pas familier avec le produit. C'est une assurance qu'on offre, mettons, on l'offre à notre vendeur. Il y a certaines conditions pour se qualifier, mais c'est payé par nous autres, là, par le courtage, par le courtier. Ça fait partie de notre offre de service. Pour certains, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui l'ont dans Remax. Moi, je l'ai dans mon cas. C'est si jamais on a une offre d'achat acceptée, OK, à votre prix, vous décidez de l'accepter, il y a souvent, là, je vais aller avec ces clauses-là, inspection, financement. OK? On va mettre une moyenne de 15 jours. Exemple, on a une offre acceptée le 1er mars. On a condition de financement, inspection. Les deux, c'est 15 jours. On parle de 15 jours calendrier. OK? Donc, après les 15 jours, on a reçu le financement, on a reçu l'inspection. L'inspection a été faite et la levée de conditions d'inspection a été réalisée. Les clauses de la promesse d'achat, on s'entend, sont réalisées. On a une prise de possession qui est le 1er juin. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Peu importe ce qui se passe entre le 15 mars et le 1er juin, la transaction est protégée dans le cas du vendeur si on a un désistement de l'acheteur, si on a un décès, exemple, ben là, tranquillité, l'assurance va racheter la propriété aux mêmes conditions que l'achat. Oh, wow. Si c'est un désistement, ben là, que c'est prouvé, blablabla. Exemple, la banque, il y a une perte d'emploi, la banque rappelle le prêt, ne veut plus prêter l'argent à l'acheteur, ben tranquillité va pallier aux frais de la propriété jusqu'à temps qu'on revende à partir du 1er juin. Que ce soit l'hypothèque, on parle des intérêts, les taxes municipales, scolaires, les assurances, le déneigement, whatever, tout ça va être réglé. OK. C'est intéressant, je ne connaissais pas du tout ce produit-là. Pendant la pandémie, le monde a comme été complètement fou, autant dans le marché financier que dans le marché immobilier. Puis là, j'entendais, je connais plusieurs personnes qui disaient, les vendeurs disent sans inspection, sans garantie légale, puis tout le risque était sur l'acheteur. Est-ce que, et les maisons se vendaient de toute façon en plus en haut des prix. Fait qu'il semblait pas avoir de conséquences pour mettre ces conditions-là qui n'étaient pas très favorables à l'acheteur, mais qui protégeaient en quelque sorte le vendeur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée de faire ça ou on risque d'avoir un prix plus bas? Non, on va tout le temps, premièrement, conseiller à tout le monde de faire inspecter la propriété. Là. Okay. C'est sûr que votre courtier va vous conseiller ça. Ensuite de ça aussi, il faut savoir que ça dépend de la tolérance au risque de tous et chacun. Là. Si vous êtes à l'aise de ne pas faire inspecter... Non, mais je parle pour le vendeur. Est-ce que c'est... donc, c'est des termes qui n'existent plus. Là. C'était pendant la pandémie, sans inspection, sans garantie légale. Puis, c'est vrai qu'on la propriété se vendait quand même. Sans garantie légale, on l'a vu beaucoup, puis on le voit encore. Là, quand on a une propriété, souvent, c'est des successions, des reprises de finances. Qu'on n'a pas eu depuis 2 ans, là, en tout cas dans mon cas. Mais pour quelqu'un qui veut maximiser la valeur qu'il va chercher de sa propriété, c'est probablement pas une bonne idée de mettre ce type non, mais dépendamment aussi, exemple, si c'est des personnes âgées là, qui ont, peu importe l'âge, qui décident d'avoir la propriété, ils s'en vont en résidence, ils veulent vendre souvent sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur pour protéger, eux, la succession. Ils ne veulent plus avoir de problème avec la propriété si jamais il y en a. De là, encore plus important de faire une bonne inspection là, avant l'achat. On le voit aussi beaucoup. Là. Les notaires aussi vont quand même donner ce conseil-là à des vendeurs s'ils parlent à des notaires de vendre sans garantie légale. Nous autres, on y va vraiment par cas par cas. Du cas par la maison, par la situation, parce que qu'est-ce qu'il veut le vendeur en bout de ligne. Mais c'est sûr que là, pendant 2 ans, ça n'a pas eu d'impact sur les prix. Là. On sait, le marché était quand même fou. Là. Mais là, c'est sûr que si on vend sans garantie légale, en ce moment, ou avant la pandémie, puis ça va s'en revenir comme ça, que ça va avoir peut-être un léger impact sur le prix d'achat de vente d'une propriété. OK. Puis, j'ai une question pour toi parce que je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais j'écoute sur Crave une émission qui est vendre, je pense que c'est vendre ou acheter, ou quelque chose comme ça, vendre ou rénover.
OK, Ça se oui, peut-tu? j'ai entendu parler. Et l'émission, le principe, c'est qu'ils vont faire des rénovations dans la maison. Le but de ces rénovations-là, c'est de convaincre les propriétaires de rester dans la propriété, mais si ils décident, s'ils ne sont pas séduits par la rénovation puis qu'ils veulent toujours vendre, ben là, ils vont mettre en vente la propriété. Et moi, j'ai toujours regardé ça en me disant, mais tu sais, peut-être que l'acheteur, c'est pas exactement le type de rénovation qu'il voudrait, est-ce qu'ils vont perdre de l'argent? Donc, ma question pour toi par rapport à ça, c'est est-ce que c'est une bonne idée justement de faire des rénovations avant de mettre en vente? Financièrement, Oui, est-ce que c'est gagnant ou pas? ça dépend. Ça va dépendre. Il va falloir vraiment bien cibler ce qu'on fait. On le sait tous, on entend parler souvent, là, les pièces principales, les pièces qui coûtent cher, cuisine et salle de bain, ont toujours un plus-value là, dans la vente d'une maison, mais encore là, faut y aller avec le produit qu'on a à vendre. Là. Si on parle d'une maison, exemple, à 200 000, puis on met 75 000 dans la cuisine, je ne suis pas sûr qu'on va aller récupérer notre investissement. Je pense que qu'est-ce qu'il faut faire là, pour une bonne vente de maison, là, quand on va faire un bon home staging, repeinturer surtout. Là. On veut que ce soit épuré, là, que les couleurs soient d'un pâle, apaisantes. Si on a un mur rouge, un mur vert, on est aux couleurs du drapeau du Mexique un peu. Et c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde en rentrant. Et souvent, ça fait que les pièces ont de l'air plus petites aussi. En mettant Ce qui est gagnant, c'est du blanc, c'est de repeinturer tout en blanc. Puis, exact. Puis pas trop chargé. On va désencombrer la maison, on va la mettre au goût de tous et chacun, puis on va la dépersonnaliser surtout. Donc, surtout pour les photos. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour mettre une maison en valeur? Ça va être vraiment la décoration qu'on va y apporter. Quand on fait notre home staging pour les photos, là, on a souvent là, des accessoires, on a des chaises, des petites tables, de la literie, des coussins. ça, c'est-tu à vos frais ou c'est aux frais du vendeur? Ouais, à nos frais, on apporte la OK. décoration, on a un petit OK. inventaire là, pour faire ça. Là, Puis des fois, ça n'en prend pas. Là. Des fois, c'est juste de tasser des meubles, c'est juste de repeinturer un mur. C'est bien souvent moins compliqué qu'on pense. Puis ça aussi, on a un service là, on a un peintre là, pour si on a un mur à peinturer. Il ne repeinturera pas la maison, là. Mais si on a un mur à repeinturer, comme ça, des choses faciles, là, on a ce service-là aussi. OK. Puis tu parlais en termes de service, qu'est-ce que toi t'offres aux vendeurs qui listent avec toi? Qu'est-ce qui t'inclut, dans le fond, dans ta Ben, prestation de service? en partant, ça va être l'assurance tranquillité. Là, si la Oui. personne est admissible, ça, on l'offre à tout le monde de notre clientèle. Pour l'acheteur aussi. OK. Pour l'acheteur et le vendeur. Ensuite de ça, nous autres, dans notre cas, on a un camion de déménagement qu'on prête à tout le monde. Tous nos clients, là, on leur prête une journée, ils le prennent sans problème. On n'a pas les déménageurs, mais on offre le camion. Fait que Ensuite, ils conduisent, là, as-tu besoin d'une classe non, c'est le particulière? camion OK. avec un permis. Ensuite de ça, le plus important, on va commencer par aller évaluer votre maison. On va voir si on a un fit ensemble. On va vous expliquer les coûts reliés à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut avoir? On va lire votre certificat de localisation si vous en avez un. On va voir s'il y a des servitudes, tout ça. Souvent, en région, on peut avoir des faux septiques, des puits. On va s'assurer de la conformité de tout ça. Voir les rénovations qui ont été faites sur la propriété, tout ce qui est relié à ça. On va vous accompagner de la vente jusqu'au notaire. Le plus c'est facile, mettre une pancarte. Là. Tout le monde est capable de faire ça. Mais c'est surtout en ce moment d'inscrire au bon prix qui va être de plus en plus compliqué. Là. Je vais niaiser un peu, là, mais pendant 2 ans, là, des fois, une dingue était capable de vendre une maison. Là. Fait que, là, ça va s'en devenir plus compliqué d'avoir un bon courtier, surtout qui écoute nos besoins. Là. C'est quoi le bon prix? Comment tu établis le bon prix? Bon, Est-ce que c'est. on va y aller premièrement. Chaque maison est unique. Là. On va y aller premièrement avec des comparables vendus. Exemple, on peut reculer 3, 4, 6 mois en arrière. Ensuite de ça, il va y avoir des spécifications. Bon, ben là, si on est dans un terrain qu'on a le droit aux animaux, on est niché. Ça va être différent. Si on est sur un bord de l'eau, ça va être différent. Dépendamment les sous-sols finis, le nombre de chambres à coucher, garage, pas garage, piscine, pas de piscine. C'est pas vrai là, qu'une piscine creusée, exemple, ça vaut rien, là, comme mon père nous disait, puis tout ça. Il y a des gens qui nous disent avant tout, on sait que la pandémie, il fallait être bien chez nous. Là. Il y a des gens qui vont nous dire moi, Charles, je veux déjà une maison. L'important, je veux une piscine creusée dans la cour là, qui a du bon sens. Là. Je veux une belle cour pour être bien chez nous. Fait que pas que ça va permettre peut-être de vendre 5 fois plus cher, mais ça va être
peut-être de vendre rapidement à une personne qui cherchait exactement ça. Mm. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui. Tu as mentionné le certificat de localisation, puis j'avais lu un article sur l'importance d'avoir un à jour. Est-ce que c'est vrai que si le certificat, soit qu'on l'a perdu ou si il a été fait il y a 10 ans, ça a du sens de le faire renouveler? Écoute, je ne sais pas si ça a du sens, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses. Il n'y a pas de loi qui va obliger d'avoir un certificat de localisation de moins de 10 ans, à moins qu'il y ait quelque chose qui n'est pas comme sur le certificat. Si quelque chose a changé sur le terrain et ses dépendances, si ce n'est pas pareil, bien, ça va en prendre un nouveau. Mais si on ne l'a pas, il faut aller le faire pour oui, pour la vente, là, on n'aura pas le choix de certificat de localisation à jour. S'il y a un prêt aussi, la banque va l'exiger. Ensuite de ça, pourquoi aussi ils disent que c'est préférable quand il y a moins de 10 ans? Bien, les zonages changent tellement souvent, pas les zonages, mais je veux dire, zones de glissement de terrain. Ça, on va le voir souvent qu'ils ont changé ces zones-là, le gouvernement, les zones d'inondation. Ça a changé aussi en 2019, là, pour ceux qui viennent de la Mauricie, un peu centre du Québec, là, Yamachiche, ces coins-là, Trois-Rivières, Shawinigan, on a des coins qui sont plus enclins à ça. Donc, ça, c'est vraiment important à vérifier. On va voir les servitudes qu'il y a sur le certificat de localisation, les droits de passage. Souvent, on a des petits problèmes de servitude de vue, tout ça. Une gouttière qui dépasse sur le terrain du voisin pour les plus vieilles constructions, une vue illégale, tout ça. Donc, c'est vraiment important de lire le complet. Là. Puis, avec la hausse des taux d'intérêt dont on a parlé un peu plus tôt, est-ce que c'est plus difficile de qualifier les acheteurs? Je sais que durant la pandémie, comme c'est un marché où, très, très, très en faveur des vendeurs, souvent on demandait, il n'y aura pas de visite tant qu'il n'y a pas de préqualification, ou même des fois, il y avait des gens qui faisaient des offres 100% cash. Est-ce que quand on est vendeur, qu'est-ce qu'on devrait demander pour qualifier? Qu'est-ce que tu demandes pour qualifier les acheteurs? Est-ce que juste une lettre de préautorisation hypothécaire ou est-ce qu'on devrait privilégier les gens qui sont riches et qui ont les moyens de faire un all cash? Ou comment on fait pour. Non, mais une lettre de préautorisation bancaire, là, ça montre le bon vouloir d'un acheteur, de son sérieux dans le processus. Une préqualification bancaire, c'est pas une acceptation de prêt. Hein. Fait que c'est pas nécessairement long à avoir. Tu appelles ton conseiller financier, puis ils vont vous faire ça selon vos revenus, dépenses, dettes actuelles, blablabla. Il faut savoir aussi que les banques, en vous donnant ça, ils vous donnent le maximum que vous pouvez aller chercher. Donc, l'important, c'est pas de se rendre au maximum non plus. C'est que l'acheteur soit bien avec le budget qu'il va avoir versus ce qu'il peut acheter. En même temps, ça vous met une limite sur ce que vous pouvez regarder comme maison à vendre, sans vous mettre trop de restrictions non plus. Et aussi, quand vous allez présenter une offre d'achat à un vendeur, mais lui, il va se sentir plus en sécurité versus le financement à être approuvé. Parce que cette lettre-là, les banquiers ne vont pas sur Equifax, regarder le bureau de crédit nécessairement. Okay. Fait que c'est sommaire, mais ça veut vraiment en dire beaucoup sur un sérieux d'achat. Okay. C'est vraiment la base à faire là, pour un emprunt avant l'achat d'une propriété. Après ça, vous allez voir si vous passez par la SCHL, exemple. Cet exemple, si vous n'allez pas par la SCHL, ils vont vous demander une mise de fonds de 20 minimum. C'est la banque qui va l'exiger. Si vous allez par la SCHL, le minimum peut être de 5 %. Encore là, il y a d'autres critères. Il faut habiter l'immeuble, que ce soit jusqu'à résidence principale, 2 logements. Je pense que triplex, quadruplex, c'est 10 % le minimum. Il faudrait vérifier. Je n'ai pas l'information, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. Et sinon, c'est 20 % sans passer par la SCHL. La SCHL, bien, elle, ce qu'elle fait, elle va vous charger un montant sur la durée du prêt, exemple 25 ans. Par contre, elle va garantir à la banque que si vous ne payez pas, eux vont payer. Donc, la banque, avec la SCHL, souvent les taux d'intérêt sont un petit peu plus bas parce qu'ils ont moins de risques. OK. Puis, justement, au courant des dernières années, on a vu des surenchères où tu as un prix de listing puis les propriétés se vendaient plus cher. Est-ce que ça existe encore ou c'est rendu plus équilibré? C'est rendu un peu plus équilibré, mais on en a encore. Là. Puis les maisons se font. Ça va dépendre encore là, du secteur, de la propriété, de ce qu'on a à vendre, c'est quoi le produit qu'on vend.
Mais on en a encore, là. On va en avoir eu 2 cette semaine. Mais on avait 2 produits à un bon prix, au prix du marché, puis qui est recherché par les gens. C'est rare qu'on ait des maisons 5 chambres, exemple. Fait que là, dans ce cas-là, ça a créé une surenchère. D'ailleurs, l'importance de la préqualification bancaire, on avait 2 offres d'achat dans ce cas-là. Une avec une préqualification bancaire, puis une qui n'en avait pas. Mais même si le courtier nous a dit, oui, mais mes clients sont préapprouvés. OK, mais il n'était pas capable de fournir la préautorisation bancaire. Fait à offre presque égale, ils ont choisi celle qui avait une préautorisation bancaire. OK. Donc, voilà. Puis comment faire pour justement susciter, parce que c'est sûr, ça peut être très payant si les gens se mettent à bider de plusieurs personnes qui veulent la même propriété. Comment tu fais pour créer ce phénomène-là? Est-ce qu'il y a des trucs je ne sais pas, est-ce que c'est les visites qui fonctionnent ou est-ce qu'il y a des stratégies justement pour essayer de susciter des surenchères? Avant tout, ça va être le produit que tu as à vendre. On le sait sur le marché, c'est quoi qui est en vente, qu'est-ce qui l'est moins. Ensuite de ça, la mise en marché va être super importante. Ensuite de ça, les visites. Ceux qui essayent de créer de la surenchère en mettant un prix vraiment plus bas, là, ça, c'est pas vraiment legit. L'important, nous autres, en courtier, c'est de se mettre au prix du marché. Puis là, après ça, si ça crée une popularité, puis il y a plusieurs gens qui veulent l'avoir, ben, c'est comme l'offre et la demande encore une fois. Fait que si vous y allez selon votre budget, puis la meilleure offre va l'emporter. Les présentations sont toutes faites en même temps au vendeur et lui, il regarde les possibilités qu'il y a et il va prendre la meilleure offre qu'il y a pour lui. C'est pas nécessairement juste le prix, ça peut être une prise de possession, ça peut être si vous présentez votre client, exemple, vous avez une famille, un enfant, madame est enceinte, un prochain enfant, les gens, ça va les toucher, ça va changer souvent quelque chose là, pour le prochain acheteur de la propriété. C'est pas juste le. Puis est-ce que ça existe encore, les visites libres, tu sais, où tu as plein de gens qui se croisent, différents acheteurs dans la même maison? Est-ce que ça fonctionne plus? Je ne pas dans notre coin. Là, moi, ça, j'ai tout essayé. Je faisais tirer une bouteille de champagne, je recevais le monde au sushi, en soirée, la fin de semaine. J'ai vraiment tout essayé. En Mauricie, centre du Québec, là, c'est pas vraiment populaire. D'un grand centre, là, Montréal, ça l'est vraiment encore beaucoup. Là, puis on en voit, ça a recommencé de plus en plus. Là. Montérégie, Estrie, tout ça. Mais ici, là, ça ne fonctionne pas vraiment. OK. Puis une question de base là, que j'aurais dû pas vous dire au début, combien ça coûte faire affaire avec un agent immobilier, un courtier immobilier? Encore là, ça va dépendre là, du produit qu'on a en vente, là, de la valeur de l'immeuble, exemple, de comment si le client nous en donne 1, 2, 3 à vendre en même temps, s'il va racheter avec nous. Je voudrais que c'est une moyenne aux alentours de 5 OK. taxable. Parfait. Puis pour les gens, j'ai une question de Stéphane. Comment vous voyez le marché immobilier dans les prochains mois? Dans les prochains mois, je vous dirais qu'il va rester pareil encore, là, comme que je vous ai dit au début, stable / un peu vendeur, tirant vers le vendeur. Là, on entend parler encore là qu'il va peut-être avoir une hausse d'intérêt encore. On ne sait pas, il n'est pas fait encore. Du taux directeur. Sinon, sûrement qu'à partir de juillet, on va revenir à un marché plus stable. OK. Donc, pour les gens ça fait partie de leur projet de vendre leur maison pour une raison ou pour une autre, ce serait probablement une bonne idée de mettre en vente plus tôt que tard ou. Oui, mais effectivement, oui, pour avoir le meilleur prix possible. On a encore beaucoup d'acheteurs en ce moment, mais le meilleur temps pour mettre en vente, c'est quand toi, tu es prêt. Quand le vendeur est prêt, il y a pas, personne ne va contredire ça. Puis c'est quoi, on parlait justement de comment choisir un courtier immobilier. J'imagine que toi, tu pourrais prendre des vendeurs s'ils étaient intéressés. Ça serait quoi la prochaine étape pour les gens qui sont ici puis qui se disent je réfléchis à mettre ma maison en vente, je me demande c'est quoi son prix, c'est quoi le processus pour commencer à travailler avec une agence? Des vendeurs ou des acheteurs à rencontrer, n'importe quand, on prend rendez-vous ensemble, quand ça vous adonne, jour, soir, fin de semaine, là, on a tout le temps quelqu'un 7 jours sur 7 dans notre équipe. Exemple, moi, j'ai une équipe de 7 courtiers. Si jamais la personne m'appelle moi, mais c'est moi qui vais être avec elle avec cette personne-là jusqu'à la fin. Là. On ne se pitche pas les gens entre nous, mais c'est vraiment la base, c'est d'une rencontre informative. On va vous donner la valeur de votre propriété. On va tout calculer avec vous autres comment qui vous resterait là, plus ou moins dans les poches après la vente. C'est pas une science exacte, là, on n'a pas de boule de cristal, mais habituellement, on ne se trompe pas vraiment.
Avec, il faut savoir les coûts, le certificat de localisation, si on a des assurances titres à prendre, si le déménagement. Il y a des lois fiscales aussi qui sont super bonnes, là, comme le 40 km, si vous êtes admissible. Là, on peut en parler longtemps. Ça, C'est quoi le 40 km? Je ne suis pas au ben, courant. c'est long un peu à décrire, là, mais ça va dépendre si tu déménages à plus de 40 km tout en te rapprochant de 1 km d'un emploi. Ça peut être un OK. emploi, que c'est un transfert, un nouvel emploi, whatever. Il y a des critères à vérifier là-dedans, mais tout à ce moment-là va être déductible d'impôt. Donc, soit le OK. déménagement, la commission du courtier, certificat de localisation, branchement, plein d'affaires là, vont être déductibles d'impôt. Fait que dans ce cas-là, là, elle est le fun à savoir la loi. Les gens ne la connaissent pas bien, là. Mais j'ai OK. un formulaire là, vraiment pour ça. Puis j'imagine aussi, tu peux faciliter, j'imagine que tu as des contacts au niveau des notaires, au niveau Oui, absolument. Des inspecteurs, tout ça, on a des grandes listes là, avec plusieurs noms, plusieurs références. Les gens, après ça, sont libres de prendre ceux qui veulent en s'informant avec qui ils font affaire. Mais oui, on a toutes ces listes-là, là, puis on en a plus qu'un. Cool, mais écoute, j'ai appris des choses. En terminant, est-ce que tu as un conseil à donner pour les gens qui souhaitent vendre leur propriété? S'il y aurait une chose à retenir, parce qu'on a appris plein de choses ce soir, ce serait quoi? C'est de rencontrer le courtier qu'ils veulent. Là. Par référence, gênez-vous pas à rencontrer votre courtier, en rencontrer deux, trois, poser des questions, voir s'il y a un fit avec vous autres. Qu'est-ce qu'il offre? C'est quoi son offre de service? Puis là, c'est important de ne pas prendre celui qui vous dit le plus haut prix. Là. Allez-y sur des comparables, après ça, sur votre produit. Fait que ça, c'est vraiment, je pense, le plus important à savoir là-dedans. Je t'ai demandé le mot de la fin trop rapidement. J'ai d'autres questions qui viennent d'apparaître. Francis, il demande, est-ce que tu vends aussi des terrains? Si oui, je suppose qu'on présente le produit différemment. Donc, j'imagine qu'il veut savoir comment on présente un terrain. Pour ce qui est des terrains, c'est Emmanuel qui est ma partenaire qui s'en occupe vraiment dans notre cas, étant donné qu'on a quand même plusieurs à vendre. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. Son père est promoteur elle-même de terrain, donc elle s'y connaît beaucoup, elle sait qu'est-ce qu'il faut avoir comme document et tout. Donc ça, oui, c'est une autre approche, mais effectivement, là, elle est vraiment spécialiste des terrains. OK. Puis j'imagine que c'est quoi qui fait la valeur d'un terrain? Parce qu'on parlait est-ce que... Ben, ça peut être le zonage. Après ça, le zonage, surtout, là, c'est zone exemple agricole, c'est zoné blanc, il y a toutes sortes de. J'imagine que ça vaut plus cher si on peut construire dessus. Ben oui, restrictions sur le terrain, évidemment, là, mais ça, on va tout vérifier ça lors de notre première rencontre. Là. Avec le numéro de cadastre qu'on a, on va prendre les informations à la ville, tout ça, toutes ces choses-là. Puis après ça, s'il y a d'autres tests à savoir, on va les commander, tests de sol, tests environnementaux et tout ça. Savoir que si on peut avoir une construction, bon, ben, quel type de faux septique qu'il faut mettre sur ce terrain-là, toutes ces choses-là. OK. J'ai une autre question de Claude. Il dit, comment peut-on éviter d'avoir une inspection pour chaque offre? Donc, j'imagine qu'il est inquiet d'avoir des inspecteurs à tous les jours dans sa maison. Ben, vous voulez dire en tant que vendeur? Oui, je pense qu'en tant que vendeur. Vendeur, ben là, premièrement, l'inspection, si l'acheteur l'a dans son offre, à moins que vous vouliez refuser l'offre, ben il faut se pallier aux conditions. J'ai rarement vu quelqu'un dire en contre-offre, on accepte votre offre, mais on refuse que vous fassiez inspecter l'immeuble. Les gens vont se sentir, bon, ben, OK, il y a quelque chose à cacher là, définitivement. Par contre, vous avez le libre choix de dire, cet inspecteur-là, je veux savoir qui va venir chez nous, j'ai des mauvais commentaires sur cet inspecteur-là, je ne veux pas le voir chez nous. Puis de toute façon, dans un processus de vente, il ne doit pas avoir 1 million d'offres et 1 million d'inspections non plus. Ben non, habituellement, ben là, premièrement, il faut savoir aussi que s'il y a une offre d'achat acceptée, financement, inspection, bon, ben l'inspection, les gens se retirent de l'offre d'achat suite à l'inspection. On est dans l'obligation, après ça, de montrer ce rapport d'inspection-là à chaque promettant acheteur. Là. Ça devient public, le rapport, là, à chaque personne qui va vouloir faire une offre d'achat ou visiter la propriété pour avoir de l'information. Là. Donc, après ça, les gens sont un petit peu plus en connaissance de cause sur quoi ils vont faire un offre, sur ce qu'ils vont visiter. Parfait, mais je pense que ça conclut le truc. On a répondu aux questions. Si jamais les gens ont des questions qui n'ont pas eu le temps de poser ou qui n'ont pas eu le temps de formuler, est-ce qu'ils peuvent t'écrire? Ce serait quoi le moyen de contacter? Vous pouvez me voir sur Facebook, Charles Mathieu Côté, sur le site de Remax, Charles Mathieu Côté, Internet, tout ça. Puis je fais l'émission Casa numéro 1, courtier numéro 1 sur Casa. Donc, à partir de
de demain, la première épisode de la deuxième saison. OK. Donc, vous allez me pouvoir, Ben, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez me rejoindre pas mal n'importe où. Ben, j'ai hâte de voir ça. Ben, merci beaucoup, Charles Mathieu, pour ton temps. C'est super apprécié. Puis au plaisir. Good. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée.